Au cœur de la Provence de 1924, lorsque le soleil s'écrasait en plaques d'or sur les collines odorantes de thym et de romarin, le domaine des Darlac paraissait de loin un havre figé dans le temps. Pourtant, derrière les façades couleur miel et les volets persiennes que le Mistral faisait claquer sans cesse, la maison respirait plus la tension que la paix. Les murs, saturés d'anciennes disputes, retenaient une inquiétude muette que même les serviteurs, pourtant habitués aux caprices de la famille, percevaient avec malaise. Élise Darlac, l'aînée des trois sœurs, avançait dans le grand salon comme une ombre élancée, sa démarche droite mais son regard assombri. On l'avait toujours décrite comme la plus raisonnable, la plus conforme aux exigences du père, Armand Darlac. Pourtant, ce matin-là, sa main tremblait légèrement en effleurant la surface froide du piano où s'empilaient les partitions qu'elle n'avait plus la force de jouer. Son mariage, prévu pour l'automne, n'était pas une union romantique mais un arrangement social, imposé pour préserver la stabilité du domaine après les années de guerre. Elle n'avait pas protesté, mais l'idée d'un avenir verrouillé lui nouait l'estomac. Dans la pièce voisine, Marianne, la cadette, riait discrètement avec une des servantes, un éclat qui résonnait comme une provocation. Son tempérament vif et sa beauté solaire avaient toujours attiré des regards indésirables, mais jamais elle n'avait paru aussi agitée qu'en ces derniers jours. Elle passait des heures à errer près des vignes, là où les chemins de terre s'enfonçaient dans les oliveraies. On disait qu'elle y rencontrait quelqu'un, un homme que le père n'approuverait jamais, mais personne n'osait confronter la jeune femme, dont le regard pouvait se durcir en une seconde. Solange, la Benjamine, observait tout cela avec une sensibilité exacerbée. À 17 ans, elle n'avait ni la discipline d'Élise ni la hardiesse de Marianne, mais elle possédait cette intuition étrange qui lui faisait remarquer ce que tous tentaient d'ignorer. Depuis une semaine, elle dormait mal. Dans ses rêves, le Mistral hurlait comme une plainte humaine, et elle revoyait une silhouette se faufilant près des écuries lors de la nuit où tout avait basculé. Elle n'avait jamais osé en parler clairement, pas même à ses sœurs. Cependant, ce soir-là, au moment même où le soleil se retirait derrière les collines de calcaire, un bruit sec, presque un gémissement étouffé, se fit entendre dans le couloir central. Élise, qui rangeait quelques lettres dans un coffret de bois, releva brusquement la tête. Marianne, assise devant son miroir, immobilisa sa main au-dessus d'un flacon de parfum. Solange, en bas, abandonna son livre sans même marquer la page. Toutes les trois convergèrent vers le grand escalier. Le couloir était plongé dans une lumière crépusculaire, teintée d'ocre et de violet. Là, au sol, gisait un objet que jamais aucune d'elles n'aurait imaginé revoir. Le médaillon d'obsidienne appartenant à leur mère, décédée il y a 11 ans. Un médaillon que leur père avait déclaré perdu, ou, selon sa version, détruit par accident. Élise se pencha pour le ramasser. L'objet était froid, si froid qu'elle crut sentir une brûlure glacée lui traverser la paume. À l'intérieur, le portrait miniature de leur mère affichait un sourire qu'aucune d'elles n'avait réussi à oublier. Mais ce n'était pas le médaillon en lui-même qui les pétrifia, c'était ce qu'il y avait derrière, glissé discrètement dans la charnière. Un fragment de papier jauni, sur lequel on pouvait lire une date, et un nom qui fit blêmir Élise. Marianne recula d'un pas. « Qui a mis ça ici ?» murmura-t-elle, la voix étranglée. Solange sentit son cœur battre douloureusement. Le Mistral fouettait les volets comme s'il tentait d'entrer dans la maison. Une sensation d'étouffement, semblable à celle de la nuit où tout avait commencé, l'envahit. « Ce n'est pas possible », souffla Élise. « Ce médaillon ne pouvait pas réapparaître, sauf si quelqu'un savait ce que nous avons fait. » Ces mots, prononcés à peine au-dessus d'un souffle, suffirent à raviver ce qu'elles s'efforçaient toutes d'enterrer. Le pacte. Celui conclu dans la poussière du grenier, en pleine nuit, alors que leurs mains tremblaient et que leur voix n'était qu'un chuchotement paniqué. Un pacte dont aucune n'avait osé reparler depuis. Marianne lança un regard inquiet vers la porte du bureau de leur père, fermée à clé comme toujours. « Tu crois qu'il… » Élise secoua doucement la tête. « S'il savait, nous ne serions pas ici à parler. Il aurait déjà… » Elle n'acheva pas sa phrase. Solange sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'est alors qu'un pas lourd se fit entendre au rez-de-chaussée. Lent, mesuré, comme si quelqu'un, ou quelque chose,
venait de traverser le hall, laissant derrière lui une impression de froid. Les trois sœurs se figèrent. Le médaillon, dans la main d'Élise, sembla vibrer imperceptiblement, comme si le passé refusait de rester silencieux. Et quelque part dans la maison, une porte grinça. Un grincement si long, si douloureux, qu'il laissa flotter dans l'air une question que nul n'osa formuler. Le lendemain, le domaine des Darlac s'éveilla sous une lumière pâle, presque laiteuse, qui semblait gommer les contours du paysage. Dans la cour, les domestiques s'activaient en silence, jetant parfois des regards furtifs vers les fenêtres du premier étage, comme s'ils redoutaient une nouvelle explosion de colère d'Armand Darlac. Le patriarche avait toujours imposé le respect par sa seule présence. Mais ces derniers jours, quelque chose d'invisible et d'anormal flottait autour de lui, une tension sourde, animale, que chacun préférait éviter. Dans la salle à manger, le petit déjeuner se déroulait dans un calme pesant. Élise, les traits tirés, jouait machinalement avec sa cuillère. Marianne fixait son assiette sans toucher à la nourriture. Solange, quant à elle, observait leur père, assis au bout de la longue table en noyer. Son regard était plus dur que jamais, d'un bleu glacé qui ne trahissait aucune émotion. Pourtant, Solange remarqua un détail qui la troubla. La main gauche d'Armand tremblait légèrement lorsqu'il portait sa tasse à ses lèvres. « Vous trois, » dit-il soudain, la voix rauque. « On m'a rapporté que vous errez encore la nuit dans la maison. C'est inconvenant. Et dangereux. » Les sœurs échangèrent un regard rapide. « Nous ne sortons pas de nos chambres la nuit, père, » répondit Élise avec un calme maîtrisé. « Vous avez dû être mal informé. » Armand resta immobile un moment, puis posa lentement sa tasse. J'ai mes raisons de croire le contraire. Il n'ajouta rien. Le silence se fit à nouveau, encore plus lourd qu'avant. Solange sentit un picotement d'inquiétude courir le long de ses bras. Avait-il trouvé quelque chose? Ou quelqu'un avait-il parlé? Quand le repas prit fin, Marianne s'empressa de quitter la pièce. Élise monta directement à la bibliothèque, comme pour s'y réfugier. Solange resta un instant dans le couloir, hésitante. Les domestiques circulaient, mais leurs murmures étaient plus pressés que d'habitude, chargés de rumeurs qu'ils n'osaient formuler qu'à demi-mot. Elle entendit deux d'entre eux près de la porte du cellier. « Je te dis qu'il y avait de la lumière, très tard. C'est impossible, monsieur Armand verrouille toujours ce couloir après 10 heures. Peut-être plus maintenant. » Les mots se dissipaient, mais Solange sentit son cœur s'alourdir. La nuit précédente, elle avait entendu quelque chose bouger près de ce même cellier. Sur le moment, elle avait cru rêver. Mais si quelqu'un d'autre l'avait remarqué, plus tard, dans l'après-midi, Marianne s'enfonça dans les vignes, marchant d'un pas vif sur le sol poussiéreux. Le soleil filtrant entre les rangées créait des taches de lumière qui dansaient sur sa robe crème. Elle regardait autour d'elle, nerveuse. Elle attendait quelqu'un, et le moindre bruit la faisait tressaillir. Un homme surgit enfin entre deux alignements de ceps. Il portait une chemise de lin, tachée par la terre des champs, et un regard brûlant où se mêlaient désir et appréhension. « Marianne, tu ne devrais pas être ici aujourd'hui. Ton père... » « Je m'en fiche, » coupa-t-elle. « Je devais te voir. Quelque chose ne va pas à la maison. » Il s'approcha, posa une main tremblante sur sa joue. Je l'ai senti aussi. Les ouvriers disent qu'il se passe des choses étranges. Ils pensent que quelqu'un rôde la nuit. Marianne détourna le regard vers la colline. Le vent soulevait ses cheveux comme un voile d'or. Si mon père découvre quoi que ce soit, ou s'il apprend ce qui nous lie, il l'a pris dans ses bras, mais même alors, Marianne ne parvenait pas à se détendre. « On doit être prudent, » murmura-t-elle. « Très prudent. » Ce même après-midi, Élise fouillait la bibliothèque à la recherche d'un vieux registre mentionné dans une des lettres trouvées dans le coffret. Les rayons sentaient à la poussière chaude et le cuir ancien. Elle tira finalement un volume épais dont la reliure craquait au toucher. À l'intérieur, elle découvrit des pages annotées par son père, certaines datant d'avant la mort de leur mère. Mais ce fut un feuillet inséré entre deux chapitres qui la fit pâlir. Une liste de noms, de dates, et un symbole qu'elle reconnut immédiatement, le même qui figurait sur le médaillon d'obsidienne. Cela impliquait quelque chose de bien plus ancien que leurs souvenirs d'enfance. Quelque chose que leur père avait tenté d'effacer. Le cœur battant, Élise referma vivement le registre. Il fallait parler aux sœurs. Maintenant. Le soir tomba trop vite.
enveloppant le domaine d'une pénombre bleutée. Les trois jeunes femmes se retrouvèrent dans la chambre de Solange, derrière une porte soigneusement verrouillée. Élise posa le registre sur le lit. Marianne, encore agitée de sa rencontre secrète, marchait de long en large. Solange, assise au bord du matelas, triturait les broderies de son oreiller. « Ce que j'ai trouvé aujourd'hui prouve que notre père cache beaucoup plus que nous pensions, » commença Élise. « Et je crois que quelqu'un d'autre le sait. Quelqu'un qui voulait que nous trouvions ce médaillon. » Marianne s'arrêta net. « Pourquoi maintenant, après toutes ces années ?» Élise secoua la tête. « Je n'en sais rien. Mais ce n'est plus un hasard. Et quelqu'un rôde vraiment dans la maison la nuit. » Un bruit sourd résonna soudain dans le couloir. Les trois se figèrent. Un pas traînant, hésitant, comme s'il appartenait à une personne blessée. Puis un second, plus proche. Et finalement, quelque chose glissa contre la porte. Un souffle. Un murmure indistinct. Solange sentit ses doigts se crisper. Quelqu'un, ou quelque chose, se tenait juste derrière. La nuit avait englouti le couloir dans une obscurité compacte. Et les trois sœurs demeuraient immobiles, les regards fixés sur la porte comme si elles respiraient. Le souffle qui avait glissé contre le bois s'était évanoui aussi vite qu'il était apparu, mais la sensation d'être observée persistait, suspendue dans l'air froid de la chambre. Marianne s'approcha lentement, posa l'oreille contre la surface. Rien. Pas un murmure, pas un frôlement. Seulement le silence, un silence trop profond pour être naturel. « Je n'aime pas ça », murmura Solange, les doigts toujours crispés dans les draps. On dirait que la maison elle-même est différente. Élise referma le registre d'un geste brusque, tentant de reprendre le contrôle. « Écoutez-moi. Si quelqu'un veut nous effrayer ou nous prévenir, nous devons comprendre ce qu'il cherche à révéler. Ce symbole, celui du médaillon, il réapparaît dans les notes de père. Pourquoi ? » Marianne secoua la tête, frustrée et nerveuse. Peut-être parce que ce symbole représente quelque chose qu'il a fait, quelque chose qu'il ne voulait pas que nous sachions. Solange sentit un frisson la traverser. Depuis des jours, des souvenirs flous revenaient par fragments. Des voix derrière une porte fermée, un cri lointain, puis cette nuit où les trois sœurs avaient conclu leur pacte. Elles s'étaient promises de ne jamais revenir sur cet instant. Pourtant, tout semblait les y ramener. Un bruit de fenêtre se fit soudain entendre. Un claquement sec, suivi d'un souffle du Mistral. Marianne se retourna aussitôt. « Ce vent va nous rendre folles, » dit-elle. Mais Élise ne partageait pas cette interprétation. Quelque chose dans la maison semblait se déplacer avec le vent, ou peut-être s'en servait-il comme couverture. Quand elles jugèrent le couloir suffisamment calme, les trois descendirent prudemment vers la bibliothèque. Élise voulait montrer aux sœurs la page exacte où apparaissait le symbole, comme si la lumière du salon, même vacillante, pouvait apporter un semblant de logique à l'énigme. Mais à leur arrivée, la pièce semblait plus sombre que d'habitude. Les lampes paraissaient absorber la clarté au lieu de l'émettre. Élise ouvrit le registre. La page avait disparu. Non, impossible. Elle feuilleta fébrilement. Les annotations étaient toujours là, les dates aussi, mais le feuillet ajouté, celui qu'elle avait trouvé plus tôt, n'était plus dans le livre. Marianne se tourna instantanément vers la fenêtre. « Quelqu'un est entré ici. »« Mais qui ?» répondit Solange, la voix serrée. « Et pourquoi enlever seulement cette page ?» Élise restait figée, la main posée sur la reliure. Peut-être parce que cette page nous concernait directement. Les mots flottèrent, lourds, accablants. La tension dans la maison ne cessa de croître les jours suivants. Armand Darlac semblait partout à la fois, surgissant dans les couloirs sans prévenir, inspectant les dépendances, questionnant les domestiques avec une froideur agressive. On aurait dit qu'il cherchait quelqu'un ou quelque chose, avec une urgence presque désespérée. Un matin, alors que la brume enveloppait les vignes comme un voile de coton humide, Solange trouvait refuge dans le jardin des lavandes. Elle aimait cet endroit, son parfum apaisant, le bourdonnement régulier des abeilles. Mais ce jour-là, une sensation étrange s'insinua en elle. Quelque chose la suivait. Elle s'arrêta devant l'ancien puits en pierre, abandonné depuis la mort de leur mère. La margelle portait encore les traces d'une fissure comme une cicatrice. En s'en approchant, elle remarqua des empreintes sur la poussière du sol, des pas légers, récents.
Elle se pencha davantage. Une corde pendait légèrement à l'intérieur du puits, comme si quelqu'un l'avait déplacée. « Solange ?» La voix la fit sursauter. Marianne venait d'apparaître, essoufflée. « Je te cherchais. Élise a découvert quelque chose. » Elles retournèrent à l'intérieur, les chaussures portant encore la poussière fine du jardin. Élise les attendait dans la chambre de leur mère, une pièce que leur père interdisait d'ouvrir depuis 11 ans. Pourtant, la porte était grande ouverte. « Comment es-tu entrée ?» demanda Marianne, stupéfaite. Élise montra la serrure. Elle était déjà forcée quand je suis arrivé. Un parfum ancien flottait dans l'air, mélange de violette et de cire d'abeille. Les draps brodés étaient recouverts d'une fine couche de poussière. Sur la coiffeuse, un coffret de bois était ouvert, un coffret que leur mère gardait toujours fermé. À l'intérieur, Élise avait trouvé une lettre. L'écriture délicate ne laissait aucun doute. C'était celle de leur mère. « Lisez », dit-elle en tendant la feuille. La lettre parlait d'un danger, d'un secret lié au domaine, d'un choix que la mère des 3 sœurs avait regretté trop tard. Elle évoquait une nuit, une décision irréversible, et un symbole qu'elle implorait ses filles, futures femmes du domaine, de ne jamais toucher. À la fin, une phrase, presque effacée, fit battre le cœur de Solange si fort qu'elle crut défaillir. « Si un jour ce symbole réapparaît, c'est que j'aurai échoué à vous protéger. » Les 3 sœurs restèrent un long moment sans parler. Puis Élise murmura « Alors, quelqu'un savait que nous trouverions cette lettre. Quelqu'un veut que nous comprenions ce qu'elle n'a pas eu le temps de dire. » Marianne allait répondre lorsqu'un bruit sec retentit dans le couloir. 3 coups. Lents, mesurés. Comme si quelqu'un frappait la porte de la chambre interdite. Les sœurs se tournèrent d'un même mouvement. La poignée commença à bouger. La poignée tourna lentement, avec une lenteur presque théâtrale, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Élise fit signe à ses sœurs de ne pas bouger. Lorsque la porte s'entr'ouvrit enfin, ce ne fut pas la silhouette d'Armand Darlac qui apparut, mais celle de Madame Rivoire, l'intendante du domaine, une femme sèche et taciturne, fidèle à la famille depuis 3 décennies. Ses yeux, d'ordinaire impassibles, étaient emplis d'une inquiétude vibrante. « Mesdemoiselles, vous ne devriez pas être ici. Si votre père découvre... » Élise l'interrompit d'un ton tranchant. « Madame Rivoire, pourquoi cette porte était-elle forcée ?» L'intendante serra les lèvres. « Je l'ignore. J'ai trouvé la serrure dans cet état ce matin. Monsieur Darlac a exigé que personne n'entre. Mais, dit-elle en baissant la voix, je craignais que vous ne veniez malgré tout. » Marianne s'avança, le regard ardent. « Pourquoi craignez-vous cela? Qu'est-ce que vous savez sur cette pièce que nous ignorons ?» Madame Rivoire secoua la tête, visiblement déchirée entre loyauté et peur. « Je ne peux pas parler. Certaines choses, certaines décisions ont été prises il y a longtemps. Par votre père. Par votre mère aussi. Vous n'étiez que des enfants. Nous ne sommes plus des enfants, » répliqua Élise. « Et il est temps que la vérité sorte. » L'intendante, comme acculée, recula d'un pas. « Si vous fouillez trop profondément, vous réveillerez ce qui doit rester endormi. Votre mère elle a essayé de vous protéger. » Solange frissonna. « Protéger de quoi ?» Madame Rivoire détourna le regard, puis s'enfuit dans le couloir sans un mot de plus. Le silence qui suivit semblait peser sur les murs. Marianne ferma la porte derrière elle et revint près de la coiffeuse. Elle sait quelque chose. Elle a peur. Et si les domestiques parlent, c'est que père ne contrôle plus tout comme avant. Élise garda la lettre entre ses doigts, réfléchissant intensément. Ce symbole, notre mère disait qu'il annonçait un danger. Et il apparaît dans les notes de père. Il est lié à quelque chose arrivé avant sa mort. Quelque chose qu'il a voulu effacer. Marianne parcourait la pièce, comme traquée par des pensées qu'elle tentait d'éviter. Père est en train de perdre son emprise. Les ouvriers le craignent moins, les domestiques murmurent. Sa colère augmente, son obsession aussi. Solange releva doucement la tête. « Vous pensez qu'il se sent menacé ?» Élise hocha la tête. « Oui, mais pas seulement par nous. Je crois que quelqu'un agit dans l'ombre. Quelqu'un qui veut que nous comprenions ce qui s'est passé ici, il y a 11 ans. Le soir même, le domaine vibrait sous la violence du Mistral. Les arbres se pliaient comme des ombres torturées, et les tuiles du toit cliquetaient dangereusement. Armand Darlac faisait les 100 pas dans son bureau,
une lampe allumée projetant des reflets huileux sur les vitres. Ses mains tremblaient, mais son regard restait dur, féroce. Il ouvrit un tiroir, en sortit un carnet de cuir noir, puis, brusquement, le jeta au sol. Des papiers en tombèrent, glissant sur le parquet. Il les ramassa, les relut, et ses mâchoires se crispèrent. « Elles ne doivent pas savoir, » murmura-t-il entre ses dents. « Elles ne doivent jamais savoir. » Il s'arrêta soudain, comme s'il avait entendu un bruit derrière lui. Mais lorsqu'il se retourna, le couloir était vide. Pourtant, un courant d'air froid persistait près de la porte. Le lendemain, un événement secoua tout le domaine. L'un des ouvriers avait disparu. Sa femme, en pleurs, affirma qu'il était sorti la veille au soir pour vérifier une clôture endommagée et n'était jamais revenu. Les recherches autour des vignes ne donnèrent rien. Pas une trace, pas un vêtement, pas même une empreinte. Armand ordonna aux domestiques de rester silencieux, mais la rumeur se répandit comme un souffle noir. Certains disaient avoir vu une silhouette près de l'ancien puits. D'autres prétendaient avoir entendu des pas dans les bois, des pas trop légers pour appartenir à un homme. Pour Élise, Marianne et Solange, la nouvelle frappa comme un coup au cœur. « Ce n'est pas un hasard », dit Élise d'une voix basse. Tout s'accélère. Quelque chose se délie. Marianne, blanche comme la craie, se recroquevilla sur une chaise. Et si cela avait un lien avec cette nuit-là, celle qui savait gardait encore l'écho du pacte dans leur cœur. Solange ferma les yeux, assaillie par une image fugace, une silhouette près du puits, un murmure indistinct, une promesse formulée dans la panique. « Nous devons retourner au puits », dit-elle soudain, cette fois ensemble. Élise hésita. « Père nous interdit d'approcher cet endroit, depuis toujours. » « Justement, » répondit Solange, « pourquoi l'interdit-il » Leurs regards se croisèrent, lourds de peur et de détermination. Au crépuscule, elles se glissèrent hors de la maison, les jupes frôlant l'herbe sèche. Le puits se dressait sous la lumière mourante, sombre, massif, menaçant. Le vent tournait autour comme un animal invisible. Élise s'accroupit, observant les traces au sol. « Quelqu'un a marché ici très récemment. Regardez. » Marianne s'approcha. Solange, tremblante, fixait l'intérieur du puits. C'est alors qu'un bruit sourd monta des profondeurs. Pas un écho, pas une pierre, un bruit, comme un souffle qui remonte. Puis une corde, celle qui pendait à l'intérieur, se mit à bouger toute seule, lentement, comme si quelqu'un, ou quelque chose, la tirait depuis le fond. La corde oscillait, lente et régulière, comme si un souffle ancien remontait du gouffre pour réclamer ce qui lui avait été arraché. Les trois sœurs restèrent figées, les yeux rivés sur le mouvement presque hypnotique. Le mistral, pourtant violent, semblait s'être tu autour du puits, comme si la nature elle-même se retirait devant ce qui s'éveillait. « Hé, Élise !» murmura Solange, la voix tremblante. « Il y a quelqu'un en bas. » Marianne, les doigts crispés autour de la margelle, secoua la tête avec une panique à peine contenue. « Non, c'est impossible. Personne ne peut survivre là-dessous. » Élise, pourtant, se sentit envahie d'une certitude glaçante. « Ce n'est pas une question de survivre, » dit-elle en fixant le vide. « C'est une question de revenir. » La corde se figea brusquement, puis s'affaissa, inerte. Un silence pesant retomba. Mais quelque chose s'était déplacé dans les profondeurs. Elles en étaient sûres. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Lorsqu'elles rentrèrent au domaine, la maison semblait encore plus sombre qu'à leur départ. Une seule lampe brûlait dans le salon, projetant une lueur jaune maladive sur les murs. Armand Darlac se tenait debout près de la cheminée, immobile, une feuille froissée dans la main. Lorsqu'il les vit, son visage se décomposa, traversé par une peur brute, une émotion qu'aucune d'elles ne lui connaissait. « Vous étiez au puits, » dit-il d'une voix étranglée. « Vous n'aviez pas le droit. » Élise s'avança. « Père, il est temps que vous nous disiez la vérité. Mère a essayé de nous prévenir. Vous saviez que quelque chose était caché là-bas, quelque chose lié au symbole, au médaillon, à cette nuit. » Les doigts d'Armand se crispèrent. La feuille qu'il tenait, une lettre, reconnaissable aux arabesques de l'écriture maternelle, tomba au sol. « Je voulais vous protéger. Je voulais vous épargner la honte.
Et la faute. Marianne se figea. La faute? Quelle faute? Armand inspira profondément, comme s'il luttait contre un poids intérieur. Votre mère et moi Nous avons caché la vérité parce que personne n'aurait compris. Le symbole, il ne représentait pas un danger extérieur. Il représentait un serment, un engagement ancien, scellé avec une famille du village. Une dette, une vie en échange d'une autre. Solange sentit ses jambes vaciller. Une vie? Quelle vie? Armand détourna le regard, incapable de soutenir leurs yeux. Une des vôtres. La pièce se resserra autour d'elle. Élise sentit le sang quitter son visage. Expliquez-vous. La voix du patriarche se brisa. Lors de votre naissance, Solange, les médecins disaient que vous ne survivriez pas. Une femme du village, issue d'une lignée, disons particulière, est venue. Elle a proposé un marché, un pacte. Votre vie, en échange de celle d'un autre enfant. Un enfant de sa propre famille. Marianne porta une main à sa bouche. Père, vous avez accepté un sacrifice? Armand trembla. Je n'ai pas pu refuser. Votre mère, elle vous aimait trop. Mais lorsque la femme est revenue 11 ans plus tard, réclamant ce qui lui était dû, votre mère l'a affrontée. Il y a eu une lutte, un accident. Et il ne termina pas. Les murs semblaient murmurer à sa place. Solange sentit une brûlure dans sa poitrine. Des souvenirs flous, des cris, une ombre près du puits. Tout prenait soudain sens. Cette femme, c'est elle qui est, là-dessous? Armand hocha faiblement la tête. Nous avons tenté de sceller le passé. Le médaillon, la lettre, le puits. Tout devait rester enfoui. Élise recula lentement, glacée jusqu'aux os. Mais nous avons rompu le pacte, cette nuit-là, sans le savoir, en croyant nous protéger. Marianne ferma les yeux, submergée. Maintenant, elle revient pour prendre ce qui lui est dû. Le patriarche se laissa tomber dans un fauteuil, vaincu. J'ai tout fait pour retarder l'inévitable. Mais le puits a une mémoire. Les dettes aussi. Un craquement sec retentit soudain dans le hall, puis un autre. Comme si des pas lourds montèrent les escaliers, un à un, sans précipitation, sans peur. Solange sentit un souffle glacé passer près d'elle, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Marianne murmura « Elle vient ». Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte du salon. Un silence absolu emplissait la maison, un silence trop dense pour appartenir au monde des vivants. La poignée tourna doucement, et les sœurs comprirent que le passé, enfin, réclamait son dû. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de mettre un like. Votre soutien permet à ces récits sombres et oubliés de revivre sous une nouvelle lumière.